Salut, c'est Jordan se trompe Infomaniac. Alors on continue notre série sur les techniques avancées de cycle, mais bon, qui dit technique avancée, en tout cas avec moi, dit aussi technique de base, parce que je peux pas me permettre de vous lâcher dans la nature comme ça avec des techniques complexes. Si vous voyez pas comment utiliser cycle au quotidien, basiquement parlant, comment fonctionne cycle, quels sont les shaders de cycle. Donc pour ce tuto, on va voir quels sont les différents shaders que propose cycle, quelles sont leurs particularités. Comment utiliser cycle, pourquoi préférer le nodal plutôt qu'utiliser le material editor qui est ici, qu'on préfère pour Blender Render. Là je vais vous montrer pourquoi. Le pourquoi c'est parce que c'est pas pratique et je vais le prouver que c'est pas pratique. Et puis voilà, on va voir déjà la base de comment l'utiliser et puis quelles sont les différentes propriétés des différents shaders, pourquoi préférer un shader que l'autre, et surtout comment faire un matériau dans cycle, parce que faire un matériau dans cycle c'est pas juste mettre un shader sur le matériau, c'est vraiment combiner plusieurs shaders ensemble avec des shaders particuliers qui s'appellent les mix shaders ou les add shaders. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo, et puis dès la prochaine on va commencer à créer nos propres shaders, tout simplement, basiquement. Donc voilà. Alors déjà, comme dans Blender Render, pour faire un matériau dans cycle, vous allez dans vos propriétés de matériaux ici, et vous avez New comme d'hab, et vous le faites. Et par défaut il vous crée une diffuse blanche avec une roughness de 0. Alors on va vérifier ça. Je clique pas sur le bon truc, voilà. Donc effectivement j'ai une diffuse blanche avec une roughness de 0. Ça c'est le matériau par défaut de cycle. Quand vous faites nouveau, il vous crée ça tout simplement. Alors on a un panneau ici effectivement, mais qu'on va délaisser au profit du système nodal plutôt. Et on va voir pourquoi. Mais je vais quand même vous expliquer de quoi se constitue ce panneau et comment fonctionne ce panneau. Bon, vous avez les custom properties qui des fois peuvent être au-dessus. Moi je les ai mis en bas. Spécialement, les custom properties, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est des propriétés uniquement si vous avez fait du script. Donc c'est des propriétés qui peuvent être utiles dans le code que vous avez fait, donc au cas où vous avez scripté quelque chose, ce qui n'est pas notre cas et ce qui est rarement le cas, donc on l'utilise pas. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, il n'y a rien là-dedans à faire. Vous avez une preview, depuis il me semble la 2.60 ou la 2.65 plutôt, depuis la 2.65 il me semble, ou la 2.66, on a une preview pour cycle. On préfère quand même la preview de la vue 3D tout simplement parce qu'on a notre propre éclairage, notre propre fond, notre propre objet, et du coup c'est beaucoup mieux puisque finalement ça calcule exactement comme une preview de la vue 3D, hein. Quoi qu'il arrive il fait des calculs pour afficher la preview. Là on a un certain nombre de calculs, clac, et le shop, voilà. Donc bon, on va préférer quand même notre vue 3D, et pour éviter de faire trop de calculs pour rien, parce que là par exemple là si je mets voilà, donc là il recalcule encore, là on voit que les ombres se calculent, bon c'est un peu dommage quoi, j'ai déjà ma preview. Pour éviter de faire trop de calcul pour rien, on va collapser on va fermer en fait cet onglet preview, comme ça il n'y aura que les calculs de sa vue 3D et qui nous suffisent amplement. Donc je vais remettre ça blanc comme c'était, voilà. Ensuite on a surface, displacement et settings. On va aller tout de suite dans settings en fait. Settings en fait c'est un peu les paramètres qu'on n'a pas dans le système nodal, parce que c'est pas relatif au shader qu'on connecte mais au matériau final. Settings c'est ce qu'on avait dans Blender Render et heureusement qu'on l'a toujours dans cycle, c'est les pass index par exemple, donc les idées matériaux, la couleur dans le viewport, parce que vous pouvez très bien dire que oui dans le viewport moi je veux pas que ça soit blanc. Je veux qu'elle soit rouge, Suzanne. Donc là vous voyez, je suis en solide, je peux décider de la couleur qu'elle aura dans le viewport, même si c'est absolument pas la couleur qu'elle a ici. Donc voilà, donc vous pouvez créer des codes de couleurs en fonction des types d'objets. Je sais pas, moi par exemple si vous avez des tissus, les tissus vous allez tous les mettre rouges pour mieux les reconnaître dans votre scène, même s'ils sont pas rouges rendus. Donc voilà, donc c'est assez utile la couleur dans le viewport. Bon, là pour le coup, nous là maintenant, vu qu'on fait que des previews, ça nous est inutile. Voilà. Et donc le pass index. Ok, ensuite vous avez surface et displacement. On va jeter un petit coup d'œil au nœud cette fois-ci. Dans le nœud on voit qu'il y a une diffuse connectée à surface. J'ai les propriétés de ma diffuse, donc ça c'est un shader. Ça c'est un output, material output. On a aussi word output, si on veut faire un nœud pour à quoi ressemble l'univers qui entoure la scène. Et on a lamp output, si on veut faire un nœud pour une lampe. Par exemple si une lampe est censée projeter une texture ou ce genre de choses, on peut faire des nœuds pour les lampes. Et on voit ici si je fais Shift A, output, on a voilà, material output, lamp output, word output. On en a 3, jouons pas. Voilà. Donc on voit qu'il y a une diffuse connectée à la surface. Ça signifie quoi?
Ça signifie qu'il va appliquer un shader de diffuse sur la surface de notre objet. En gros, c'est ce que fait aussi Blender Render de base. Mais il est aussi possible d'appliquer un shader dans le volume de l'objet. Donc là, l'interprétation volumétrique n'est pas encore intégrée dans le cycle. Raison pour laquelle qu'on a surface ici, voilà, mais qu'on a une volume nulle part. Tout simplement parce que volume ne fonctionne pas. Je vais le faire, hop, voilà. Volume ne fonctionne pas pour le moment. Le créateur de cycle, depuis le début, dans son material output, a mis un nœud volume au cas où il implémenterait cette option. Et je suppose qu'il le fera puisque cycle est en train de monter en puissance. Mais pour le moment, volume n'existe pas. Donc cherchez pas à essayer de faire des nuages dans cycle, vous n'allez pas y arriver, tout simplement. Après, on a des façons de feinter la volumétrie pour tout ce qui est fluide, tout ce qui est. D'ailleurs, on va voir ça avec notre Advanced Transparent Shader. Et ensuite, vous avez un nœud displacement. Et bien, ce nœud displacement, vous le retrouvez là. Donc, on a finalement, sur tout ce nœud, on en a que deux qui sont gardés parce que le volume n'existe pas. On a surface et displacement. Surface recense les options de tout ce qui est branché dans surface. Donc là, pour le coup, les options de ma diffuse, color, roughness, normal, color, roughness, normal. Le nom du nœud qui est branché dessus. Donc là c'est diffuse. Et ici d'ailleurs on peut changer de type de shader. On peut aller par exemple sur glass, hop. Et voilà, il me crée un glass avec les options color, roughness, indice de réfraction normal. Et j'ai là effectivement color, roughness, indice de réfraction normal et type d'algorithme pour calculer le glass. Alors habituellement on laisse celui par défaut, il est très bien. Ok. Et dans displacement en fait on a tout ce qui est relief. Alors je vais juste revenir sur une diffuse ici. Hop, diffuse. Et je vais créer ici displacement, mais utiliser uniquement ce panneau là pour le moment. Et vous allez voir l'effet que ça fait dans le système nodal. Donc dans displacement, je vais aller chercher une texture. Alors vous avez ces petits points en fait qui permettent de connecter. En fait les petits points que vous avez là, c'est exactement les points qui sont là. Donc c'est pas un point pour rien. C'est-à-dire que là dans color, hop j'ai un petit point, effectivement color, et là j'ai un petit point. Et quand je clique sur ce petit point, c'est qu'est-ce que je vais connecter à ce petit point. Le problème c'est qu'on est assez limité. C'est-à-dire qu'en fonction des thématiques, là par exemple color, bah, j'ai droit qu'à la texture. J'ai droit à des modifications de couleurs et à des conversions de couleurs. Mais je peux aller bien plus loin que ça. Je peux par exemple utiliser directement un input, un Fresnel par exemple, en termes de couleurs. Voilà. Et là j'ai un effet assez sympathique où je vois visuellement mon Fresnel sur mon shader. Mais c'est pas proposé ici. Pour la simple et bonne raison que pour lui ça n'a rien à faire dans une couleur. Donc il va proposer uniquement les nœuds qui sortent des couleurs. Alors on a un code de couleur comme ça pour savoir ce que sortent les nœuds. Le jaune, le point jaune, ça signifie que ce sont des couleurs. Les points verts, ça signifie que ce sont des shaders. Les points gris, ça signifie que ce sont des valeurs uniquement. Donc des nombres, des chiffres mathématiques. Et les points bleus signifient que ce sont des vecteurs. Donc tout ce qui est les UV, les normales, tout ce qui est vecteur en fait, sont en bleu. Raison pour laquelle quand je vais dans color, bah lui automatiquement il va me chercher tous les nœuds en fait qui possèdent des points jaunes. Mais mais ça reste relativement limité puisque on peut très bien connecter une valeur à la place de la couleur et Cycle interprète automatiquement la façon dont il va caler cette valeur sur l'objet. Donc bon, ça paraît un peu farfelu comme ça, mais vous allez voir qu'en pratiquant, c'est relativement simple, c'est vraiment très intuitif. En fait, en gros, pour résumer le pourquoi on n'utilise pas ça, donc là c'est la raison principale, en gros on est bridé en termes de créativité en utilisant uniquement ça. Tandis qu'en utilisant le système nodal, on a presque, je dis bien presque, aucune limite. Mais vraiment on a des outils incroyables sous la main qu'on n'a pas en utilisant ce truc là. Honnêtement, le Material Editor il a été implémenté pour pas trop comment dire, dépayser les bons vieux férus de Blender Render. Mais comme vous voyez, bon, il est extrêmement limité, donc il faut se mettre nodal, vraiment. D'autant plus qu'il y a des systèmes de groupe qui ne sera pas utilisable ici dans le Material Editor. Vous allez voir après comment ça marche les systèmes de groupe, on va en faire. On a plein de choses qui ne fonctionneront pas en utilisant que ça. Donc bon, je vous ai expliqué quand même à quoi ça correspond ces petits menus là. Donc displacement, oui, donc displacement forcément il va aller me chercher une texture ou une couleur ou... Là c'est un peu plus large comme panel parce que vous voyez que displacement c'est gris. Donc c'est vraiment un chiffre qui cherche. Voilà. Non, c'est pas un chiffre en réalité, c'est une matrice, c'est une suite de chiffres.
Donc on a beaucoup plus de possibilités. On peut aller chercher une texture, on peut aller chercher des infos de particules, on peut aller chercher les infos des rayons, si les rayons sont longs ou pas, on peut aller chercher pas mal de choses. Mais encore une fois, on n'a pas tout sous la main. Donc bon, je vais aller chercher une texture, en mettre une Voronoi, voilà, pour voir comment fonctionne la displacement. Donc voilà, la displacement fonctionne plutôt bien quand même, hein. Voilà, la displacement fonctionne très très bien dans ce cycle. Vraiment, on a une displacement qui est géniale. On a l'impression que là j'ai de la géométrie alors que non, j'en ai aucune, quoi. C'est juste une texture qui est collée dessus. Elle est vraiment pas mal, la displacement dans ce cycle. Et donc il me crée automatiquement le nœud quand je vais chercher ma displacement et puis ce qu'il y a dans le nœud. Voilà. Mais maintenant, autre petit souci et dernière chose que j'ai montré pour pourquoi ne pas utiliser ce Material Editor. Imaginons que je veuille déconnecter ce Voronoi de la displacement, mais pas le supprimer. Donc dans le nœud je ferai ça, ouais super, mais ici il y a une option de déconnexion, ce qui est pas mal. Vous allez cliquer sur le point en fait, voilà, et dans Link vous avez Remove ou Disconnect. Et Remove va tout simplement supprimer mon Voronoi et Disconnect va juste le déconnecter. Donc magnifique, je vois que ça le déconnecte réellement, mais maintenant comment je fais pour le reconnecter? Bah quand je vais dessus, dans lien, on n'a plus lien, puisqu'il n'y a plus rien, et reconnecter, il n'y en a pas. Donc bon, on se dit qu'il suffit d'aller rechercher le même truc. Il va se dire qu'il y en a déjà un, donc il va reconnecter celui qui existe déjà. Alors j'y vais, hop, et ben non, il m'en fait un autre. Voilà. Donc bon, si on travaille là-dedans, même si on comprend bien comment s'en sortir en travaillant là-dedans, et qu'au bout d'un moment on regarde notre système de dalle, bah on aura 5, 6, 15, 20 nœuds comme ça qui traînent et qui sont absolument pas utilisés en fait, et qui pourtant peuvent consommer des ressources. Ça dépend des types de nœuds. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps sur pourquoi ne pas utiliser ça, je pense avoir fait déjà une bonne démonstration. Donc on va utiliser le système nodal déjà parce qu'on n'aura pas le choix pour faire nos propres matériaux et parce que ce sera beaucoup plus souple, on aura plus de puissance et plus de possibilités. Alors maintenant je vais vous expliquer comment, pour ceux qui ne connaissent pas, manipuler un peu les systèmes nodaux. Faut savoir que le système nodal il est exactement comme celui de compositing. Okay, c'est-à-dire que bon, si je peux prendre un objet en faisant clic droit comme dans la vue 3D, G pour déplacer et reclic pour le valider, ou je peux très bien le glisser en faisant clic gauche où je maintiens et je glisse, et là où je le lâche bah, il s'arrête. Donc là c'est plus pratique quand même si on n'utilise pas cette fonction dans la vue 3D parce que c'est justement c'est absolument pas pratique. Là c'est beaucoup plus pratique pour le système nodal de pouvoir faire ça. Je peux évidemment déconnecter des liens et reconnecter des liens bah, juste en tirant un fil en fait. Voilà, donc un point est capable de tirer plusieurs fils. Une sortie peut aller dans plusieurs entrées. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je peux donc faire des scales aussi, aussi incroyable que ça puisse paraître. Je peux faire des scales pour ranger un peu mes nœuds, par exemple, ouais, je vais les compresser un peu plus ou bon. Voilà, tout ce qu'il y a dans la vue 3D existe là, sauf les rotations. Ah, si, des rotations aussi, je peux faire, pourquoi pas. Mais bon, pour le coup, c'est pas très très utile ça, on range ça à la main tranquillement, voilà. Mais vraiment, on a tout sous la main, tous les raccourcis de la vue 3D, on les a sous la main, même dans le système nodal. Maintenant, comment couper un fil? Alors je peux évidemment le déconnecter, voilà, mais je peux aussi maintenir CTRL et cliquer en glissant comme ça, et partout où je vais passer en fait je vais couper le fil. Voilà, donc là j'ai coupé mes deux fils. Voilà. Il y a un autre type de suppression qui est assez utile. Je vais ajouter par exemple ici donc dans Color, donc toujours Shift A pour ajouter un élément, donc là ce sont des nœuds, contrairement à la vue 3D où ce sont des objets. Et je vais ajouter un Hue Saturation par exemple pour changer un peu la saturation de ma couleur. Là ça sert strictement à rien parce que je suis dans un displacement. Mais bon, imaginons. Imaginons maintenant que je me dise non en fait le Hue Saturation là il sert pas, je veux le supprimer. Alors si je le supprime, le problème c'est que voilà, il supprime et il va falloir que je reprenne ça et que je glisse. Sinon, alors je vais faire CTRL Z. Il a un peu de mal avec les CTRL Z, hein, parce qu'il faut qu'il calcule les rendus en même temps à chaque fois que je fais CTRL Z, donc c'est un peu complexe. Sinon, je peux très bien me dire, supprime-le, mais garde le lien. Et ça, c'est CTRL X. Voilà. Il supprime le nœud intermédiaire, mais garde le lien. Voilà. Donc voilà pour les raccourcis utiles. Donc le CTRL X, le CTRL je glisse pour couper les cordes. Et puis sinon, après, on fait tout à la main, on prend les fils, machin, on déplace tranquillement. Donc voilà. Alors, je vais supprimer ça. Je vais revenir sur mon matériau de base. Et on va parler maintenant, qu'on s'est familiarisé un peu avec le système nodal, on va parler un peu maintenant de comment utiliser cycle. Donc, ça peut paraître bête comme question, mais c'est important. C'est-à-dire que
beaucoup de gens en fait, ils prennent un shader et les mettent dans une surface et ça y est, ils ont leur matériau. Ils ont leur matériau. Et non, c'est ça par exemple, c'est pas cool, c'est pas logique, c'est pas. Cycle en fait est composé de plusieurs types de shaders. Ce sont pas tous des shaders qu'il suffit de connecter comme ça dedans. Même si pour certains on a l'impression qu'ils sont faits pour ça. Par exemple, je vais le remplacer par un glace. Là vous voyez le glace. On a vraiment l'impression que ouais, on n'a plus rien à faire quoi, ça y est, on a du vert. Alors que non, dans le fond c'est pas vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on peut utiliser le glace tel qu'il est. Et c'est ce qui fait que beaucoup de monde pense qu'il suffit de prendre un shader et le connecter à surface pour avoir quelque chose. Ça peut se comprendre qu'ils pensent ça, vraiment. Si vous pensez ça, ça peut complètement se comprendre. Puisque c'est vrai que Cycle nous induit en erreur en fait. Mais non, en fait on peut faire beaucoup plus de choses et c'est là où on voit qu'est-ce que c'est vraiment Cycle et où est la puissance de Cycle. Donc, on va voir donc les différents types de shaders. Parce que tous les shaders ne peuvent pas se connecter comme ça dedans. Le diffuse par exemple on peut si on veut faire du papier, mais uniquement si on veut faire du papier ou de l'écorce ou ce genre de truc qui n'a pas de spécular. Le glace marche presque tout le temps, donc c'est assez cool, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut juste le connecter. Alors les différents types de shaders, moi je vais ouvrir juste un matériel test que j'ai préalablement fait pour vous montrer ça. Voilà, on verra comment faire des petites frames comme ça, des petites fenêtres où on met nos nœuds dedans. Alors, on va agrandir un peu ça. Non ou pas? Non, on va pas agrandir un peu ça. On a 4 types de shaders différents. On a les communs, donc les shaders vraiment indispensables. On a les spéciaux, qui feront des effets supplémentaires, on va les voir après en détail. On a les shaders d'assemblage, on en a que 2, ça va, il n'y en a pas beaucoup à retenir. Et on a les shaders, ce que j'appelle obsolètes. En réalité ils sont pas obsolètes, mais c'est juste que ce sont des shaders qu'on nous propose pour faire nos matériaux, mais ils sont pas à utiliser pour faire des matériaux. Par exemple on a le shader background qui est utile uniquement pour l'univers. On met pas un shader background sur un objet. Voilà. Mais pourtant il nous le propose quand même. Donc bon, c'est bien, ça permet d'avoir beaucoup plus d'outils sous la main. Mais bon, j'appelle ça obsolète parce que bon, c'est utile de l'avoir si on veut faire quelque chose de très spécial, mais sinon c'est pas un shader qu'on utilise quoi. Et pareil pour le hold out qui lui fait juste un trou dans la composition. Bon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite d'ailleurs, les shaders obsolètes. Déjà, les shaders, vous les avez en faisant Shift A shader, ils sont tous là. Voilà, ou tous là. Et sinon ici, quand vous appuyez sur T, vous avez la barre d'outils là qui est assez cool. Vous avez shader et vous pouvez juste cliquer, hop, ajouter. Ça c'est cool. Donc on va voir les obsolètes tout de suite d'abord. Pour expliquer pourquoi ils sont obsolètes et pourquoi est-ce qu'il faut pas les utiliser, il faut pas penser à les utiliser. Je vais déconnecter mon diffuse là qui est là pour l'instant, je vais même le supprimer en fait. Voilà, et on va utiliser les obsolètes. Alors, quand on connecte rien, vous voyez, il nous fait quelque chose de complètement noir en fait, il n'y a aucun calcul, c'est noir. Ça nous fait une tache noire dans notre composition. Si je connecte un background, c'est exactement la même chose. Ça me fait une tache noire dans ma composition. Le background est vraiment à utiliser pour un output, donc par exemple la output, word output, voilà. C'est dans le word, le background, voilà. Mais c'est pour le monde, l'univers qui entoure, c'est là en fait, ici. Surface, là j'ai pas de nœud, mais je peux quand même cliquer, et automatiquement il met un background. Voilà, et si je vais ici dans les nœuds, word, je peux regarder à quoi il ressemble. Hop, et je l'ai là, word output, surface, background, voilà. Le background est utilisé uniquement pour ça. Bah, pour shader le background quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je classe dans les obsolètes. En tout cas pour faire des matériaux, puisqu'il fonctionnera pas, il fera juste du noir. Ah, ça peut être très utile des fois, hein, mais c'est pas pour faire un shader sur un matériau comme ça, enfin c'est un peu bête, on a juste une tache noire dans notre composition. Donc voilà pourquoi lui est obsolète. Ensuite on a le hold out. Le hold out, si on le regarde, on a l'impression que ça change rien, ça fait une tache noire. Mais maintenant je vais aller dans render ici, je vais aller dans film, où on a des options supplémentaires dans ce que voilà. Si je coche en fait transparency, il va m'afficher un damier là où j'ai de la transparence. Et hop, vous voyez, alors je peux dézoomer, même faire comme ça, vous voyez, l'univers par défaut est transparent sur l'image finale, et le hold out en fait c'est un trou dans mon image. C'est un peu un masque en fait, c'est-à-dire que, imaginons que je vais dans Photoshop, je prenne cette image, que je mette une image derrière, donc je mets ce calque par dessus, bah à travers cette forme je vais voir l'image de derrière. En fait c'est vraiment un trou dans mon image actuelle. Voilà ce que c'est que le hold out, c'est un véritable trou. Ça peut être utile effectivement pour des cas très particuliers, mais alors très particuliers, mais pour tout ce qui est masque et tout ça, bon, on utilise tout simplement
dans Settings ici, les passes index, et après en compositing on sort une passe de masque, ce qui est beaucoup mieux qu'avoir un réel trou dans son rendu. Donc voilà pourquoi lui aussi je le considère comme obsolète, parce que c'est pas un shader qui permet de faire un matériau. Voilà, c'est uniquement c'est un shader vraiment à part, voilà, il est absolument pas utilisé pour faire des matériaux. Donc voilà pour mes deux obsolètes. Très bien. On va voir maintenant les communs. Alors les communs, hop. Alors les communs, c'est les shaders, on va dire standards. C'est des shaders qui ne peuvent pas être exister autrement que par eux. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais prendre le cas de Glass. Glass, c'est le shader de transparence de référence avec un indice de réfraction. Donc voilà à quoi ressemble Glass. Ok, donc voilà, tout simplement, une glace, un verre. Donc on a la roughness, l'indice de réfraction, la couleur. Mais on a aussi transparent. Alors transparent, je l'ai mis dans les communs, mais c'est uniquement pour vous montrer l'exemple. Enfin, voilà. Parce que bon, il est aussi à part, mais bon, transparent, lui, sa couleur fait sa transparence en fait. Si je mets gris, on va le voir là. Il fait juste de la transparence, il n'y a aucune réfraction à l'intérieur. Mais si je prends glace et que j'enlève la réfraction, je récupère un transparente. Vous voyez? Donc je l'ai mis dans les communs pour vous l'expliquer en fait, ce que j'entends par commun et par standard. C'est-à-dire que transparent ne fait pas partie des shaders communs, puisque on peut avoir du transparent en utilisant un autre shader. Ce que j'entends par shader standard, c'est des shaders qui s'ils n'existaient pas, on n'aurait pas la possibilité d'avoir ce rendu là. Donc, c'est-à-dire par exemple la glossy. Hop, je vais connecter. Donc glace en gros c'est un standard uniquement parce que c'est celui qui permet de faire une transparence avec une réfraction. Merde, j'ai mis une roughness de 1.45 alors que non c'est une c'est un Yord 1.45, voilà. Glossy lui il reflète en fait, c'est un type de shader qui reflète la lumière, qui reflète les rayons. Donc c'est utilisé pour faire des miroirs. Donc là j'ai un roughness de 0.2, donc là ça fait juste un espèce de speck, de spécular dessus, ça fait un objet métallique gris avec de la spécular. Si je mets un roughness de 0, vous voyez qu'il reflète en fait totalement. En fait c'est un shader où son algorithme, enfin dans la façon dont ce shader a été fait et dans la façon dont ce shader réagit, il réagit de sorte à capter les rayons qui l'entourent. Il se teinte des rayons qui l'entourent. Par exemple là, cette croix là, imaginons que c'est un rayon, ça va aller jusque là, hop, et je vais voir le reflet de cette croix ici. Mais il va aussi renvoyer un peu la lumière. Alors ce qui n'est pas le cas si on coche No Caustics ici, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, mais on va feinter en fait ce truc avec une diffuse caustics, on verra ça plus tard de toute façon qu'on fera l'Advanced Glossy Shader. Donc le Glossy c'est un shader en fait qui reflète tout simplement, il reflète la lumière. Alors et le roughness en fait c'est la rugosité de l'objet, c'est-à-dire le grain qu'on aura dans ce reflet. Donc si j'augmente de 0.1, vous voyez que mon reflet commence à être un petit peu plus flou, un peu plus vague. Et là je commence à avoir des spéculars en fait directement. Si je mets 0.2, 0.2 c'est le facteur idéal pour avoir juste une spécular. Donc je vais juste revenir sur cette notion de spécular, parce que sans glossy on n'a pas de spécular, qu'on soit d'accord. Donc le glossy va être très utile pour les prochains shaders. La spécular en fait dans Blender Render c'était juste un paramètre comme ça où on augmentait l'intensité ou pas de la spécular, la hardness et ce genre de choses, mais c'était pas quelque chose basé sur des lois réelles. Cycle se base sur les lois physiques. En réalité la spécular, on a de la spécular uniquement si l'objet reflète un minimum l'univers qui l'entoure. C'est à dire que là on ne voit pas ce qui se passe, on voit pas le damier par exemple dans Suzanne, mais on peut pas dire qu'elle reflète pas, puisque là, ici, j'ai un genre de reflet de lui-même, j'ai un impact lumineux là, qu'on revoit à l'intérieur ici, et ce spécular qu'on a ici, en fait, c'est rien d'autre que le reflet de la lumière. Donc bon, le spécular, c'est du reflet. Maintenant, il faut mettre dans la tête, si vous l'utilisez ici, que spécular, c'est glossy. Mais glossy, c'est aussi, si on descend sa roughness, sa rugosité, c'est aussi miroir, c'est-à-dire que c'est du reflet, c'est un nœud qui fait que refléter, c'est important. Donc on peut monter cette roughness à fond jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble presque à du diffuse, un peu entre le velvet et la diffuse. Bon, on verra ce que c'est que le velvet après. Mais bon, on utilise rarement de la glossy pour mettre sa roughness à fond, ça sert vraiment à rien. Donc voilà.
Donc là on a des specs plus ou moins intenses, plus on a en fait de roughness et plus on va avoir des specs plus ou moins intenses, pas tant en termes de couleur mais en termes de taille, d'épaisseur, voilà. Donc roughness par défaut il est à 0,2 et c'est pas pour rien parce que c'est le paramètre parfait pour avoir que la spécular. Donc voilà. Ensuite on a la diffuse, donc voilà, aucun nœud à part la glossy n'est capable de refléter la lumière. Voilà, raison pour laquelle il fait partie des standards, des défauts, des communs. On a ensuite la diffuse. La diffuse, c'est le nœud par défaut en fait, c'est le matériau par défaut. La diffuse c'est un peu voilà, c'est le matériau tout simple où la lumière se diffuse dessus quoi. La diffuse on l'avait aussi dans Blender Render. Alors, on va faire un petit tour dans Blender Render tiens, pour mieux voir ça. J'ai créé un matériau en plus, hop, nouveau. Voilà, vous voyez qu'ici on a la diffuse. Alors dans Blender Render la diffuse était un paramètre. Or dans la vie réelle c'est pas le cas, la diffuse c'est une matière, c'est un shader. Donc on avait la diffuse ici, l'intensité de la diffuse, vous voyez, si j'ai plus de diffuse, j'ai plus de couleur, j'ai du noir. Donc la diffuse c'est vraiment la diffusion de la lumière. Et on avait donc la couleur de la diffuse et le type d'algorithme. Et on avait ici aussi le spécular, donc qui est l'impact lumineux. Donc voilà, en fait c'était vraiment des façons de feinter un peu ce qu'on pouvait voir dans la vie réelle. Mais dans Cycle, la diffuse et la spécular c'est comme en vrai, c'est-à-dire que c'est une réaction à part entière, c'est un shader à part entière. Donc je vais revenir sur ce nœud là, revenir dans Cycle. Voilà. Donc là j'ai ma diffuse comme le petit paramètre diffuse qu'on avait avant dans Blender Render. Donc avec ma couleur, voilà. Ma roughness, on a aussi une certaine rugosité de la diffuse. Bon, qui est plus ou moins utile, c'est vraiment pour des petits ajustements, c'est vraiment pour être... vraiment être perfectionniste pour utiliser la roughness dans la diffuse ou avoir une idée déjà derrière la tête. Hein. On verra ça quand on fera notre propre shader. Donc voilà la diffuse. Ensuite, on a l'émission. Voilà, l'émission, pareil, c'est un shader unique. C'est un shader, il fait partie des communs. C'est un shader qui permet de faire des mesh light, on appelle ça. C'est-à-dire que notre maillage va émettre de la lumière. Donc là, Suzanne émet de la lumière. Ça se voit pas trop. On a l'impression que c'est juste un aplat de couleurs. Mais on va aller, par exemple là, on met du vert, vous voyez, hop, elle est en train d'émettre du vert. Ici, on a strength qui est la force, l'intensité de cette émission. Si je mets 100 par exemple, voilà, c'est fini, quoi, tout est vert. Voilà. Donc c'est utile pour faire les filaments des lampes ou pour faire des vraies lampes. Si vous connaissez un peu V-Ray, on a les V-Ray Light. Une catégorie de V-Ray Light, ce sont des planes. C'est tout simplement des plans qui émettent de la lumière. Dans Cycle, on utilise aussi la même technique. On fait un plan, on lui met un emit blanc, une certaine force, et hop, on l'utilise pour envoyer de la lumière sur notre objet, pour éclairer notre scène. Donc voilà pour les mythes. Donc les mythes, c'est rien d'autre que ça, hein, juste la couleur et la force d'émission de lumière. Voilà. Voilà pour les communs. Et on a le transparent où je considère qu'il fait partie des indémodables parce qu'on peut pas s'en passer, mais pas tant pour utiliser en tant que shader. Donc en fait il a pas vraiment sa place là-dedans, mais plus pour l'utiliser pour créer d'autres nouveaux shaders. Mais je l'ai surtout mis là pour vous montrer ce que j'entendais par commun. C'est-à-dire que le glass c'est un commun. Parce que le glass, il sait faire la transparent aussi. C'est-à-dire que bon, le transparent ne peut ne pas exister, qu'on pourrait quand même avoir ce qu'on veut avec le glass. Voilà. Tandis que pour ce qui est pour le glass, le glossy, la diffuse, l'émission, il n'y a que eux qui peuvent faire ce qu'ils font. Raison pour laquelle j'appelle ça les communs. Et surtout parce que ce sont les plus utilisés. Alors, maintenant, on a les spéciaux. Alors les spéciaux, c'est un peu spécial. Vous allez me dire, c'est normal, c'est les spéciaux, mais bon. Alors, les spéciaux, soit ce sont des shaders moins communs, vraiment utilisés pour des cas très particuliers. On va voir, et on va les voir, vous inquiétez pas. Ou soit ce sont des dérivés des communs. Alors, je m'explique. On va commencer par l'anisotropique BSDF. Je vais le brancher. Voilà ce que c'est que l'anisotropique BSDF. Je vais mettre ma roughness à 0. Et vous voyez que finalement, c'est un glossy. Il reflète la lumière. Mais avec une très grosse différence. Alors, je vais juste cacher Suzanne pour le moment. J'ai caché ça, ça c'est pour plus tard. Avant de cacher Suzanne, juste mettre le curseur au milieu. Je vais créer un cylindre pour vous montrer ça. Il n'y a rien de mieux que l'exemple, comme ça. On va aller prendre le même. Hop, voilà. Donc, nous voilà
sur ce cylindre. Je vais aller chercher mon glossy ici pour vraiment comparer l'anisotropique du pas anisotropique. Voilà. Je vais juste descendre cela histoire d'être plus lisible. Voilà. Donc l'anisotropique. Et ici j'ai mon glossy. Donc là on voit qu'à ce stade, si je fais pareil avec un roughness de 0 et que je branche mon glossy, on a grosso modo la même chose. Alors, vraiment grosso modo la même chose, mais on voit qu'il y a une différence. Alors, où est cette différence vraiment? Je vais vous le montrer avec l'exemple le plus frappant. Dans l'anisotropie ici, alors je vais mettre l'anisotropie de 0 aussi, tiens. Hop. Et on va brancher celui-là. Voilà, donc là la seule différence finalement c'est qu'il y en a un qui est un peu plus sombre que l'autre. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de roughness, donc 0,2 à ce cylindre. Voilà. Et là vous voyez la façon dont se répartit, je vais même mettre 0,1, la façon dont se répartit la lumière, c'est un peu homogène quoi. C'est-à-dire que là on a un impact lumineux comme ça, ici on a une zone d'ombre mais bien homogène, bien normal quoi. L'anisotropique lui, c'est différent. Je vais mettre un roughness de 1 pareil. On a une répartition qui est plutôt homogène, mais on a en plus un facteur ici qui s'appelle anisotropie. On va le passer à 0,5. Et là, on a... Alors, on va passer à 1 même. On va être fou vraiment. Ou 0,8, c'est pas mal. Voilà. Et là, on a ça qui se crée là. Donc ça c'est vraiment... Bah, c'est ça justement l'anisotropie. C'est ce spécular qui suit un peu les tangentes de l'objet. C'est ce qu'on a sur les CD, c'est ce qu'on a sur les fonds de casseroles quand ils sont en aluminium brossé par exemple. Tout ce qui est métal brossé, on a cette anisotropie ici. Cette anisotropie, on ne peut pas l'avoir avec le glossy normal. Donc ils ont implémenté un shader spécial qui s'appelle anisotropique, qui est rien d'autre qu'un glossy, mais qui est calculé différemment pour pouvoir avoir cette anisotropie là. Mais attention, si vous voulez utiliser un glossy, ça sert à rien d'utiliser un anisotropie et de mettre l'anisotropie à 0 en vous disant bon bah vu que j'ai pas demandé d'anisotropie, ça y est c'est un glossy. Parce que comme vous voyez, il y a une différence de teinte. Vous voyez, j'ai la même roughness, ici pas d'anisotropie, et pourtant j'ai une différence de teinte entre le shader anisotropique et pas anisotropique. Donc si on ne veut pas d'anisotropie, on n'utilise pas l'anisotropique. Donc voilà en quoi l'anisotropique est assez spécial en fait, fait partie des shaders spéciaux, puisque c'est un dérivé d'un shader commun. Voilà, donc il a une fonction supplémentaire, et il n'est fait que pour cette fonction supplémentaire, donc le shader commun est quand même indispensable. Donc voilà pour l'anisotropie. Anisotropique. Ensuite on a réfraction. Alors réfraction lui il fait partie des shaders spéciaux. Alors je vais prendre un glace pour vous montrer ça, parce qu'il ne fait pas office de shader en lui-même. Réfraction, il nous donne uniquement une réfraction comme son nom l'indique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une réfraction? On va revoir ça pour ceux qui ne savent pas, mais en tout cas je vais vous montrer le shader. Donc réfraction, voilà ce qu'il va nous donner. Voilà. Alors on a l'impression que c'est un glace. Mais on va comparer. Avec le même indice de réfraction, la même roughness, on va comparer avec un glace. Vous voyez? Ici, le glace c'est plus qu'une réfraction uniquement. C'est vraiment un shader qui est censé imiter le verre. Donc du coup ici on a des petites réflexions internes de l'objet qui se reflète sur lui-même, qui crée des informations ici à l'intérieur, voilà. Tandis que réfraction, lui, c'est uniquement la déformation. C'est uniquement la déformation de l'objet. C'est-à-dire que ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose à travers, mais en réalité c'est un bug d'affichage, parce qu'il n'y a rien à travers. Je vais vous le prouver. C'est-à-dire que là, si je fais un rendu, regardez bien ici, si je fais un rendu, on va être fou, on va le faire. Normalement il va commencer par le centre, ce qui va nous arranger. On va pouvoir voir tout de suite le problème qu'on va avoir. Ah sauf que non, je vois le problème. Non, on va abandonner cette histoire de rendu pour une raison que vous allez comprendre juste après. Là en fait si je fais un rendu, toute cette zone là que vous voyez là qui est assez démarquée va ressortir noir tout simplement. Parce qu'en fait la réfraction ce n'est pas vraiment un shader. La réfraction elle contient uniquement la partie déformation que le shader glace contient. C'est-à-dire, ici j'ai mon shader glace et j'ai mon indice de réfraction justement. Et c'est cette réfraction
qui est contenu dans le shader glass, parce que le shader glass ne fait pas que réfracter les rayons lumineux, il ajoute aussi un shader par-dessus, il lisse un peu, il polie, met un peu de réflexion, ce genre de choses. Et on peut gérer ça avec cet indice de réfraction qui est ici. Si je fais 0,5, vous voyez, hop, d'un coup j'ai plus de réfraction. Si je fais 7, j'ai une réfraction tellement forte que en fait on dirait du glossy. On va mettre une réfraction de 5. On va encore baisser la réfraction, parce qu'en fait, si la réfraction est trop forte, on a presque l'impression que c'est du glossy. Voilà. Si je fais une réfraction de 2, vous voyez, il y a une déformation qui est encore plus intense. Par défaut, l'indice de réfraction du verre, c'est 1,45. Voilà. Et on a cette déformation, par-dessus laquelle va s'ajouter la réflexion et ce genre de choses, pour avoir le détail de glace. Et bien le shader réfraction, lui, c'est uniquement la réfraction. C'est-à-dire uniquement la déformation. Rien de rajouté dessus, pas de glace, pas de réflexion, pas de rien du tout. Il fait que déformer le motif qui est derrière l'objet. Voilà, c'est uniquement la déformation, donc uniquement la réfraction. Voilà pourquoi est-ce qu'il fait partie des shaders spéciaux, lui, parce que en soi, ce n'est pas un shader. C'est qu'une partie, c'est qu'une fonction qui à la base est intégrée dans le shader glass, qu'ils ont sorti, ils ont séparé dans un shader seul pour pouvoir être utilisé dans d'autres types de shaders. C'est-à-dire que cette réfraction là, vous allez la mélanger avec d'autres shaders, vous n'allez pas la garder brute comme ça. Voilà. Donc voilà ce que c'est que réfraction. Alors j'espère que j'arrive à me faire comprendre, parce que c'est pas très simple d'essayer d'expliquer, d'arriver à mettre le doigt sur... à mettre les mots surtout sur l'utilité concrète des shaders, le pourquoi, parce que dans ma tête c'est clair, mais après... Donc voilà pour la réfraction, pour l'anisotropie, donc c'est des shaders spéciaux qu'on utilise rarement, sauf pour créer ses propres shaders. Ensuite on a le translucent. Le translucent, lui, c'est un shader qui laisse passer la lumière en fait. C'est-à-dire que le translucent, c'est un peu le morceau de papier devant une ampoule. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à travers le morceau de papier, si c'est du papier à cigarette, voilà, c'est un peu le papier à cigarette le translucent. C'est-à-dire que il n'est pas transparent, dans le sens où on voit très bien les motifs qui sont derrière, mais il laisse passer la lumière qui est derrière. C'est-à-dire que si vous prenez du papier à cigarette et que vous le mettez devant une bougie, vous allez voir la lumière de la bougie à travers le papier à cigarette. Sans aucun problème. Et ben voilà ce que c'est que le translucent. Vous allez voir la lumière qui est derrière le shader ou à l'intérieur de l'objet à travers ce shader translucent. Tout simplement. Donc il a juste un paramètre couleur et un paramètre normal. Ensuite, on a le subsurface scattering, qui est en fait un translucent amélioré. Alors le SSS, c'est une technique qui est utilisée pour faire de la peau ou ce genre de choses. Alors qu'est-ce que c'est que le SSS? Le SSS, c'est de la translucence aussi, mais plus évolué. C'est ce que vous obtenez quand vous prenez une lampe torche, vous placez votre main au-dessus, et vous allez avoir un cercle rouge en fait à travers de votre main. En fait, vous allez avoir l'empreinte de la lumière de la lampe torche, mais qui a été modifiée, qui change de couleur parce qu'il passe à travers votre main, et vous allez la voir à travers votre main. Donc c'est ça en fait c'est à ça que sert le subsurface scattering. Donc ça sert à faire par exemple les oreilles d'un personnage, parce qu'à l'intérieur des oreilles, s'il y a de la lumière derrière, bah, l'oreille est rouge, on voit une espèce de rouge, c'est translucent une oreille. Donc voilà. Ensuite on a l'ambient occlusion qui lui fait partie des shaders spéciaux, tout simplement parce que encore une fois c'est pour une fonction très spéciale, c'est pour avoir l'ambient occlusion tout simplement. Sachant qu'avec n'importe quel shader, vous pouvez activer l'ambient occlusion ici, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez faire un rendu de toute votre scène, mais uniquement pour l'ambiante, ça peut être utile des fois. Vous allez sélectionner tous les objets de votre scène, vous allez tous leur mettre un ambient occlusion, et comme ça vous allez avoir en fait, quand vous faites un rendu, une passe d'ambiante à rajouter sur votre passe de couleur que vous avez déjà faite. Je sais pas si je me fais comprendre, parce que là ça parle un peu de compositing un petit peu plus poussé, mais si je me fais comprendre, tant mieux. Si je me fais pas comprendre, c'est pas grave, puisque c'est pas... Si vous comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer, c'est que vous n'êtes pas encore au compositing avec des passes d'ambiance et ce genre de choses, donc vous avez absolument pas besoin de l'ambient occlusion, tout simplement. Donc voilà pour les shaders spéciaux. Alors les shaders spéciaux en fait c'est vraiment soit pour avoir accès à une fonction très spéciale, ou soit pour rajouter une fonction supplémentaire à un shader qu'on sera en train de créer. Donc on mélange ce shader spécial à notre shader et hop, on ajoute ces fonctions supplémentaires. Justement, en parlant de mélange, on va tomber sur la dernière catégorie shader, et pas des moindres, la catégorie des shaders d'assemblage. Alors les shaders d'assemblage, ce sont pas des shaders. C'est vraiment nous induire en erreur que nous dire que c'est un shader. Les shaders d'assemblage en fait permettent d'assembler entre eux différents shaders. C'est-à-dire, je vais utiliser mon petit mix shader. Hop.
Voilà. Alors dans les shaders d'assemblage, il y en a deux hein, uniquement, c'est le mix shader et le add shader. Donc là dans shader vous l'avez, mix add, c'est les premiers auxquels vous avez accès tout simplement parce que c'est les plus utilisés. Si je prends mon mix shader et que je le connecte, j'ai rien. Donc raison pour laquelle je dis que c'était pas un shader à proprement parler. Attendez, hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Si je prends mon mix shader et que je le connecte, j'ai absolument rien. Maintenant, je vais prendre un diffuse. Voilà. Et je vais le connecter au mix shader, là, comme vous voyez. Voilà. Le facteur qui est ici, c'est la dose de shader de celui qui est en bas. C'est-à-dire, je vais mettre mon diffuse en bas. Si je mets le facteur à 1, j'ai ma diffuse. Si je mets le facteur à 0, j'ai du noir parce que j'ai rien. Et si je mets le facteur à 0,5, j'ai un mélange de ma diffuse avec le rien. Donc ça me donne un gris plus foncé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mixer ensemble deux types de shaders. Alors, on va faire un exercice très simple. On va par exemple mixer cette diffuse. On va essayer de récupérer le type de shader qu'on a dans Blender Render, où on a en fait accès à la diffuse et à la spécular. Alors si vous avez bien suivi ce que je raconte, ce que j'ai raconté jusqu'ici, la spécular en fait c'est de la glossy, ok, puisque la spécular c'est un autre que le reflet de la lumière. Donc voilà, je vais mettre ma glossy en bas, avec un roughness de 2 pour faire une spec, je vais mettre à 1 le facteur pour bien voir que ma glossy, donc là vous voyez j'ai ma glossy. Si je mets à 0,5, j'ai ma diffuse, donc ça va me permettre de choisir une couleur réellement, une couleur de base, par-dessus laquelle j'ajoute une couche de glossy. Voilà, donc avec le mix shader, et je suis à 0,5, c'est-à-dire que j'ai autant de glossy que de diffuse. Si je mets 0,1, 0,2 par exemple, j'ai que 0,2 de glossy, donc j'ai plus de diffuse, sauf faut oublier que ça c'est le facteur de ce qui est en bas. Donc voilà, et là on commence à obtenir, voilà, un matériau avec notre diffuse, que voici, voilà, et notre spécular, que voici. Si je mets en rouge, si je veux, je peux mettre le spécular en rouge, voilà, mon spécular est en rouge. Voilà. Sauf que bon, à la différence que pour bien faire les choses, il faut rajouter encore un layer weight ou ce genre de choses. Mais ça on le verra quand on fera notre Advanced Diffuse Shader, c'est-à-dire dans la vidéo juste après. Donc voilà le mix shader. Et c'est comme ça qu'on fait un matériau. On ne fait pas un matériau en prenant un shader et en le connectant directement dans Surface. Il faut mixer les différents shaders. Et pour ça, il faut comprendre à quoi servent les différents shaders. Et si vous n'avez pas compris, je vous invite à revoir cette vidéo et re-suivre le détail de ce que je viens de faire pour les différents types de shaders. Donc voilà pour le mix shader. Le add shader, lui, c'est différent. C'est-à-dire que le mix shader, il le fait en fonction d'un facteur. Donc là, j'ai un facteur de 0,2, donc j'ai que 0,2 glossy. J'ai une intensité de 0,2 pour ma spec, ma glossy, et le reste pour ma diffuse. Maintenant, on a aussi le add shader, ici. Alors je vais le prendre, CTRL-C, CTRL-V, hop, histoire de l'avoir et pouvoir le choper. Alors, le add shader. Alors je vais enlever mon mix shader. J'ai connecté mon add shader. Encore une fois, le add shader c'est pareil. Si on connecte rien dedans, c'est pas un shader. Donc c'est vraiment des shaders d'assemblage, ces choses-là. Donc le add shader, je vais prendre par exemple ma diffuse. Je vais lui mettre une couleur verte, allez. Voilà. Je vais la connecter. Et par-dessus cette diffuse, j'ajoute une glossy. Voilà. Donc c'est bien différent. C'est complètement différent. D'ailleurs, je vais juste dans les light pass. Dans les samplings, augmenter ici le clamp à 9. Voilà, pour avoir quelque chose de plus logique là, ici. Voilà, très bien. Je vous expliquerai après ce que. Je peux vous le montrer maintenant, le clamp. Le clamp en fait limite le nombre de calculs par pixel. Ce qui fait que si on limite ça par exemple à 1, au bout d'un moment il va arrêter de calculer. Ce qui fait qu'on a cet effet un peu étrange, on a l'impression que c'est plus un trou, c'est-à-dire qu'on n'a pas le blanc du highlight, ça pète pas aux yeux, c'est grisé alors que c'est censé être bien blanc, c'est parce qu'il n'a pas assez calculé pour avoir la vraie couleur. Donc dans ce cas on va plutôt le clamp à 9. Voilà. Et là voilà, là il fait assez de calcul pour avoir une réelle couleur intense. Donc voilà. Petite parenthèse sur le clamp. Mais le clamp il faut le mettre, parce que si on met pas de clamp après on va avoir des grains blancs, on va avoir des calculs... on va avoir trop de calculs sur certains endroits alors que c'est pas la peine. Et vraiment on va trop augmenter le temps de rendu. Donc voilà. Alors oui, donc je disais, ce add shader ajoute
tout simplement un shader avec un autre. Mais il ne mélange pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50% de l'un et 50% de l'autre, il y a 100% des deux. Et ce qui donne en fait ce rendu un peu surréaliste, c'est-à-dire que là on n'est plus dans un matériau photoréaliste, on n'est plus dans un matériau physically correct. Voilà. Pour que ce matériau soit physically correct, il faudrait qu'on ait que 50% de diffuse et 50% de glossy qu'on ajoute ensemble, pour faire 100% d'un shader. Voilà. On verra justement comment faire ce genre de choses, ça c'est vraiment les techniques plus avancées. On verra sans aucun souci comment faire ce genre de choses. Mais grosso modo, voilà ce que c'est que le add shader en fait. C'est vraiment ajouter un shader sur un autre. Donc là par exemple, imaginons je prends shader, je le mets rouge, voilà. Mais mon glossy, je le mets bleu. Et ben il va aussi mettre du bleu dans mon rouge puisque le glossy est partout. Voilà. Donc voilà pour le mix shader et le add shader. Donc vous inquiétez pas, on va vraiment pousser à fond le mix shader et le add shader. On va vraiment aller dans les limites du add shader et du mix shader et vous allez tout comprendre, il n'y a aucun souci. Mais là vraiment, il fallait faire quand même un petit survol de tous les types de shaders, des catégories de shaders et de comment utiliser des shaders. Bon, il est possible que sur cette vidéo vous n'ayez rien appris, vous n'ayez rien appris si vous avez déjà commencé à utiliser Cycle et à travailler un peu dedans. Mais bon, je tiens quand même à faire cette vidéo pour ceux qui n'ont pas commencé, parce que vous avez tout à fait le droit de vouloir utiliser Cycle si vous n'avez jamais commencé. Et dans ce cas, cette suite de tutos est aussi pour vous. Donc voilà, on a fait un petit survol de tous les types de shaders, du pourquoi on utilise le système nodal et pas ça. C'est très important. Des catégories de shaders et surtout de comment faire un vrai matériau dans Cycle, c'est-à-dire en mixant des shaders grâce à ces shaders là, les shaders d'assemblage. Sans eux, Cycle n'existerait pas. C'est vraiment la clé de voûte de Cycle, les shaders d'assemblage. Donc voilà, donc à la prochaine vidéo on va voir comment faire donc l'Advanced Diffuse Shader. On va commencer à faire nos premiers shaders et commencer à travailler réellement. Voilà. Donc j'espère avoir pu vous aider et puis à bientôt pour un nouveau tuto.